Deuxième type de mapping, on s'était dit, on a deux entités, dont la deuxième hérite de la première, et on va se créer juste une table unique pour ces deux entités. Et donc cette fois-ci, la table, on va l'appeler user, parce que c'est la classe de base de notre hiérarchie. Je vais avoir une colonne clé primaire, une colonne name, et puis j'ai besoin d'une colonne supplémentaire, salary, parce que salary, c'est une propriété de l'entité employee. On voit tout de suite que si l'on met des instances de user dans cette table, on va utiliser uniquement les deux colonnes id et name pour ces instances. Et si on met des instances d'employee, cette fois-ci, on va utiliser les trois colonnes. Ça pose déjà un petit problème parce que parmi les annotations colonnes que je peux mettre, j'ai le droit de faire quelque chose comme ça. Nullable égale false. J'ai le droit de spécifier par la notation colonne que la valeur de ce champ doit toujours être spécifiée et qu'en tout cas, en base de données, il me faut une contrainte d'intégrité qui dit que la colonne salary ne peut pas contenir de valeur nulle. Et déjà, si j'ai ce genre de contrainte ici, je vois qu'il va assez mal s'acoquiner avec le fait de mettre à la fois des entités employee et des entités user dans la même table, puisque mécaniquement, les entités user auront une valeur nulle pour le salaire. Donc cette contrainte-là, si je choisis ce type de schéma de mapping, eh bien je ne vais pas pouvoir l'ajouter sur les entités qui étendent l'entité de base. Qu'est-ce qui va se passer en mode create? En mode create, donc ça c'est toujours m.persist de quelque chose. Je vais passer soit une instance de user, soit une instance d'employee. JPA, c'est que user et employee vont dans la même table. Donc, j'ai une requête d'insertion qui va partir et les choses vont se passer normalement. Qu'est-ce qui va se passer en retrieve? Cette fois-ci, je veux faire em.find, par exemple, de user.class et de 12, pour aller chercher l'utilisateur dont la clé primaire est 12. User.class, JPA sait que les instances de user se trouvent dans la table user. Donc il va aller chercher son instance ici. Mais il a quand même besoin d'avoir une petite précaution. Dans cette table user, j'ai un mélange d'instances d'employee et de classe user. Une clé primaire est forcément unique dans la colonne ID. Je ne peux pas avoir deux valeurs de même clé primaire, ça c'est interdit par les bases de données. Donc, la question c'est, est-ce que le user dont l'ID est 12 et qui s'appelle Sarah est bien un user? Je pourrais me dire, ah mais j'ai juste besoin de regarder ce que j'ai dans salary. Si j'ai quelque chose qui est nul, ça va être un user. Si j'ai quelque chose qui est non nul, ça va être un employé. Ça, c'est assez dangereux de faire ça, parce que si j'ai les employés dont le salaire n'est pas défini, je peux très bien avoir une valeur nulle dans un salaire et avoir une instance d'employé quand même. Le problème, c'est que JPA a besoin de vérifier que cette ligne-là est bien une ligne qui a correspondu au moment de l'insertion à une instance de la classe user et pas de la classe employee. Et ça, il n'y a qu'une seule façon de s'en sortir, c'est de créer une colonne technique que je vais appeler type et qui va me dire si ce truc c'est un user ou un employee. Pour toutes les instances de user, cette colonne technique va contenir user, et pour toutes les instances d'employee, elle va contenir employee. Alors le nom de cette colonne, il est même fixé par le standard, c'est pas tout à fait type, c'est dtype. Je peux le surcharger avec des annotations, on va voir ça, et par défaut, la valeur de dtype, c'est le nom complet de la classe qui correspond à cette ligne. Donc là, ce serait org.pomar.model.user. Ce ne serait pas juste user. Le fait que le retrieve
fonctionne avec des classes, ça impose la présence de cette colonne technique quand je veux mélanger plusieurs entités dans une même table. Je n'avais pas cette contrainte dans le schéma précédent. Troisièmement, l'update. Par exemple, employee.setSalary de 10 000. Donc là, tout se passe bien parce que j'ai un employee, je sais que c'est une instance d'employee. Je vais pouvoir repérer sur quelle ligne de la table cet employee a été enregistré. Je connais sa clé primaire, elle est dans l'instance d'employee. Et donc, je vais pouvoir faire un update sur la bonne ligne directement. La colonne de type, j'en ai pas besoin. Et puis l'opération remove, donc em.remove de employee. Là, pareil, je sais que mon instance, c'est une instance d'employee. Donc, je sais qu'elle est dans cette table. Je sais où elle se trouve dans cette table. Donc, j'ai un delete qui va partir et qui va permettre d'effacer la ligne qui est correcte. Et puis, cinquième élément, les requêtes polymorphiques. Tout à l'heure, dans le schéma table pair class, les choses ne se passaient pas très bien. Là, il se trouve que toutes mes classes d'héritage, elles se trouvent dans la même table. Donc en fait, avec un seul select, je vais pouvoir récupérer tous les users qui sont nés par exemple entre telle date et telle date, et avec le même select, récupérer également les instances d'employés. Dans le résultat de mon select, je vais avoir un mélange de users et d'employés, mais grâce à cette colonne technique, quand je vais avoir besoin de reconstruire les objets Java, je saurai exactement quelle ligne correspond à quelle instance. Et donc je ne me tromperai pas quand je reconstruirai mes objets. Ce deuxième type de stratégie s'appelle single table. Single table, ça veut dire que je mets toutes les classes d'une même hiérarchie dans la même table. J'ai une contrainte, c'est que je ne peux pas mettre toutes les contraintes d'intégrité que je veux en SQL. J'ai plusieurs avantages, notamment pour les requêtes polymorphiques, ce qui reste quand même un des points en général compliqués quand on fait du mapping objet relationnel. Et j'ai la contrainte d'ajouter cette colonne technique ici pour identifier à quelle classe correspond chaque ligne de ma table. Dans la pratique, j'ai aussi une autre contrainte qui sont les limites de la base de données en elle-même. En général, dans un serveur de base de données, j'ai des limites à la fois sur le nombre de colonnes que peut faire une table et sur la taille, l'occupation mémoire de chaque ligne de la table. Une ligne d'une table, on appelle ça un record en base de données, et la taille du record, c'est un des paramètres des serveurs de base de données. Et ce paramètre, il n'est pas forcément très élevé. Quand je commence à faire du single table et que j'ai vraiment beaucoup de classes qui étendent une classe de base, le nombre de colonnes peut augmenter de façon importante et l'encombrement en mémoire de chaque ligne peut également augmenter de façon importante, jusqu'à, dans certains cas un peu extrêmes, atteindre les limites du serveur de base de données. Donc ce système est assez sympathique, il fonctionne bien, il faut être certain de pouvoir l'utiliser, ce n'est pas forcément vrai dans tous les cas.